On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a travaillé pour Desjardins pendant plusieurs décennies. Il a été le directeur général de Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. Il va prendre sa retraite dans les prochaines heures. Une décision mûrement réfléchie, avec une carrière sans regret, mais le sentiment du devoir accompli. Entrevue avec Luc Bazinet. Dans quelques heures, il prendra sa retraite officiellement à titre de directeur général des Caisses Desjardins du Haut-Richelieu. Il est avec nous. Luc Bazinet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Décision mûrement réfléchie? Ah, mûrement réfléchie, comme la plupart de mes décisions. À quel moment on commence à penser, à songer que peut-être que oui, on pourrait prendre notre retraite? Bien, je ne sais pas pour les autres. Là. Pour moi, ça fait peut-être 1 an que le processus est plus enclenché. Puis là, tu commences à mesurer les pour, les contre, savoir si j'étais à retraite aujourd'hui, il se passerait quoi? Est-ce que je serais capable d'assumer ça? Je dirais que l'automne passé, j'ai pris 4 semaines de vacances. Puis quand je suis revenu, j'étais convaincu que j'étais mûr pour la retraite. Donc, j'ai annoncé ma retraite début janvier, puis je suis très bien avec ça. C'est quelque chose qui chemine tranquillement, parce que quand même, vous avez à peine quoi? Vous allez avoir 61 ans dans quelques semaines. Donc, vous n'êtes pas très, très vieux. Vous auriez pu encore continuer probablement quelques années. Oui. Sur la base d'aimer son métier, j'aurais pu continuer 5-6 ans. Je carbure encore beaucoup au métier. En même temps, vu de ma chaise, encore là, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais entre 60 et 70 ans, il y a 10 belles années pour voyager, faire des activités physiques qui sont demandantes un peu plus. Puis je me suis dit que je ne pouvais pas le faire à reculons ces 10 années-là. Donc, il fallait que ça se passe là. Qu'est-ce qui motive une telle décision? Si on dit, je suis quand même assez jeune, j'aime encore le travail, j'aurais pu le faire encore plusieurs années, mais de l'autre côté, on se dit, bon, bien, je suis en santé, j'ai aussi peut-être certaines ambitions personnelles à voyager ou à profiter de la vie. Je ne sais pas, est-ce que dans votre entourage, puis on en a tous, là, des gens qui malheureusement ont des maladies, parfois même assez jeunes, est-ce que ça vient un peu impacter notre imaginaire à dire, ouais, peut-être que je suis peut-être mieux de prendre ça maintenant plutôt que de reporter ça plus tard? Bien, comme vous venez de le dire, on a tous dans notre environnement, amis ou parentés, des gens qui nous ont quittés plus tôt. C'est vrai dans mon cas aussi. Mais je ne dirais pas que j'ai bâti ma réflexion là-dessus. Je suis plus par en avant. Puis les 10 ans qui venaient, je voulais les prendre actives physiquement, actives en voyage, bon, etc. Et j'ai toujours aussi pensé que tu quittes une job quand ça va bien. Ouais. Et non quand tu es obligé de quitter ou parce que ça va moins bien. Je vais avoir livré la meilleure année à vie de la Caisse pour 2019, là, en décembre, 31 décembre 2019, à tous les niveaux. Je ne peux pas faire mieux que ça dans les années qui viennent. Ça serait bien, bien surprenant. Donc, pourquoi étirer à ça aux 2 ans de plus quand je sais que j'ai le goût de faire d'autres choses pendant 2 ans de plus? Ouais. Puis, ben, j'ai les conditions qui me permettent de le faire. Là. Bon. Parce que ça aussi, et c'est pas tout le monde qui a ce loisir de vouloir partir quand il le souhaite. Exact. Parce que, comme vous le dites, il y a des gens qui parfois sont contraints de quitter parce que les choses ne vont pas tellement bien, puis bon, ou des mises à la retraite prématurées, ça se voit dans plusieurs milieux de travail. Là, c'est un privilège, en quelque part, de pouvoir décider de son dernier moment de travail. Là. Ah, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège que j'apprécie parce que comme gestionnaire, comme premier gestionnaire, j'ai aussi mis fin à des carrières. Ah oui, forcément. Hein? Donc, je suis capable de présumer de ce que ça crée, de ce que ça fait sur l'individu, mais sur sa famille, etc. Moi, j'ai l'opportunité, ma conjointe a quitté quand elle a souhaité son travail. Elle est en retraite depuis 4 ans. J'ai cette opportunité-là aussi, donc c'est une double opportunité qu'il faut saisir. Là. Bon. Si on fait un bref retour en arrière, cette aventure avec Desjardins a commencé quand et dans quel contexte? J'ai commencé en 86 à la Fédération à Saint-Hyacinthe, où j'ai travaillé pendant 8 ans comme conseiller en gestion. Je supportais d'autres DG de caisse. Puis en 94, pour une circonstance un peu particulière, en plein cœur de juillet, je n'avais pas de vacances. Il y a eu un besoin d'un DG à la Caisse d'Iberville. Puis les gars, les filles qui faisaient le remplacement habituellement étaient tous en vacances. Donc j'ai dit, je vais y aller pour 2 semaines.
Puis je suis resté bientôt pour 26 ans. Qu'est-ce qui fait que ça a duré plus que 2 semaines, finalement? Ben, je vous dirais que mon objectif, moi, c'était de faire de la gestion. Mais après ma barre, j'aurais aimé mieux faire de la gestion à la fédération. C'est l'environnement que je connaissais. J'avais jamais envisagé faire de la gestion dans une caisse, sur le plancher, avec les gens, monsieur, madame, tout le monde. Puis quand j'y ai goûté, ben je voulais plus m'en passer. Donc, je vais jouer mes cartes pour que ça puisse marcher là, en 94 et suivantes. Bon. Que connaissiez-vous de la région à ce moment-là? Rien. J'ai une tante qui a resté ici quand j'avais 10 ans. Puis on sortait par le Nouveau-Pont, on prenait le séminaire, puis on se rendait au fond de Saint-Eugène. C'est tout ce que je connaissais de la région. Et finalement, la région, vous l'avez donc de facto adoptée? En tout cas, j'aurais tendance à vous dire que pour les 26 ans qui viennent de passer, j'ai passé pas mal d'heures ici. Comme je dis souvent à des gens avec qui je travaille, il n'y a pas eu de meeting assez de bonne heure le matin. Puis vous êtes toujours parti avant moi à la fin des journées pour que vous ne réalisiez pas que j'étais résident de Saint-Hyacinthe. Ouais. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps. Ma femme dit tout le temps que je descendais à Saint-Hyacinthe pour changer de chemise, puis je repartais à peu près en même temps. Mais quand tu es passionné de ce que tu fais, puis le milieu me l'a bien rendu. Là. J'ai donné beaucoup, mais le milieu m'a donné beaucoup aussi. Bon. En même temps, vous êtes un peu un témoin des 26 dernières années où il y a eu une transformation, oui, du milieu des institutions financières bancaires, mais une transformation chez Desjardins qui est incroyable. Je veux dire, il y a à peine 20-30 ans, chaque petit village ou à peu près avait sa propre caisse indépendante. Il y a eu des fusions, puis d'autres fusions, puis d'autres fusions, puis des transformations. Je veux dire, c'est incroyable de dire ce qui s'est passé dans les dernières années. Oui, c'est vrai que on n'appelle pas ça le mouvement pour rien. Hein? C'est la caisse du Haut-Richelieu aujourd'hui, antérieurement, c'est 17 caisses. Qui sont devenues une. Qui sont devenues une. Donc, tout le phénomène des villages ou des quartiers qui ont été, entre guillemets, qui ont dû s'oublier pour ne faire qu'un. Oui, j'ai connu ça. Je ne suis pas prêt à dire que ça a plus changé. Le volet banking n'a pas plus changé chez Desjardins qu'il a changé ailleurs. Le volet gouvernance a changé davantage, dû aux fusions auxquelles vous faites allusion. Mais le volet banking, il change par la clientèle, il ne change pas par le banking. Ouais, donc, les clients de Desjardins n'ont pas évolué plus ou moins que les clients des banques. Ils sont juste adaptés à ce qui se passait, puis Desjardins a essayé de s'adapter à ça. Bon. Et pourquoi, justement, la gouvernance chez Desjardins a-t-elle changé autant dans ces dernières années par ce phénomène des fusions qu'on connaît aujourd'hui? Bon, je dirais qu'il y a eu plusieurs phénomènes, mais après ma barre, dans les années 97-98, on n'avait pas les unités suffisamment importantes pour répondre à certains besoins de clientèle spécifique. Je pense à des volets spécialisés au niveau entreprise, au niveau spécialisé au niveau agricole. Bon, il ne se faisait pas du mauvais crédit, mais il se faisait du crédit, il faisait du petit crédit, du crédit facile. Mais dire qu'on faisait de la marge de crédit, qu'on suivait des entreprises, qu'on était capable d'évoluer avec eux autres, on n'était pas là. Donc, les premiers gestes qui ont dû être faits, c'est de regrouper des unités dans ces caisses-là, trop petites. Mais une fois que tu as regroupé les bras pour desservir une clientèle X, ça a moins de sens de garder ce qui reste de façon autonome. Et là, tu commences à avoir d'autres avantages aussi à se mettre ensemble et à se donner des moyens qu'on ne pourrait pas se donner individuellement. Est-ce que Desjardins a quand même réussi à garder un peu sa différence ou son authenticité par rapport aux banques traditionnelles? Parce que quand on a vu le phénomène des fusions prendre de l'ampleur chez Desjardins, certains craignaient que Desjardins perde un peu sa couleur, un peu de mouvement plus local et tout ça. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Ben, souvent, les gens vont dire, Monsieur Desjardins doit se tourner dans sa tombe, là. Moi, je pense qu'il doit être assez tranquille dans sa tombe. Parce que si on parle de révolution, il en avait fait une popée il y a 100 quelques années, là. Je vois pas tant, comment je dirais... je vois pas tant de changements majeurs que ça. On les voit aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais ils sont venus un derrière l'autre. Il y avait une logique qui amenait le suivant d'une fois à l'autre. Puis, il y a peu de gens chez Desjardins qui étaient là pour leur ego. Dans tous ces petits villages-là. Ils étaient là pour le bien collectif. Puis quand on regarde aujourd'hui comment ça se traduit,
bien, la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu, aujourd'hui, a 1 600 000 en attente de projets pour la collectivité. Année après année, on supporte des projets, on permet à des projets de naître. Jamais, si on était resté individuel, chacun de nos 17 caisses, on aurait pu supporter des projets, qu'on parle de la FQMAMA, qu'on parle de la caserne expérimentale, qu'on parle d'un paquet de projets sur lesquels, de façon massive, on investit de l'argent. Oui, c'est différent, mais en même temps, sur le sens commun, c'est assez semblable. Donc, Desjardins a réussi à garder sa couleur, mais en même temps a réussi à suivre la parade, et de ce que j'en comprends, pour le bien des collectivités, des communautés, la transformation était donc nécessaire parce qu'elle permet aujourd'hui à Desjardins d'être un joueur peut-être un peu plus important et de supporter des projets qui ont, disons, une ampleur plus importante. Là. Tout à fait. C'est peut-être un exemple que je pourrais donner, là, c'est un projet qui est en possible voie de réalisation, qui est la piscine intérieure de Venise en Québec. Oui. Bien, la Caisse va mettre 150 000 là-dedans. Jamais la petite Caisse de Venise en Québec aurait pu supporter ce milieu-là. Mais avec l'accord de tout le périurbain, via la MRC, tout le monde était d'accord. Bien, pourquoi Desjardins n'a pas été d'accord? Mais autrement, ça n'a pas pu être possible. Bon. Parce que cette couleur-là de Desjardins, d'être un acteur, d'être un actif important dans les communautés, c'est ça aussi qui vous différencie des autres? Entre autres. Entre autres. Moi, je vous dirais, dans les 2 dernières années de mon métier, j'ai beaucoup eu de plaisir à supporter la création de projets. Beaucoup. Puis, le conseil d'administration est à la même place. Les employés sont aussi très fiers de ce volet-là. Il y a comme une fierté intérieure là, dans l'entreprise où le fait d'être participatif à des projets, ça fait la différence pour nous autres. Puis, nos indices de mobilisation des employés sont assez hauts à ce niveau-là. Bon, si on dit que c'est 17 caisses qui n'en forment qu'une aujourd'hui, donc quel est l'actif de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu? Le nombre d'employés, le nombre d'installations? Bref, c'est quoi l'ampleur de l'organisation que vous laissez aujourd'hui? On a 175 employés, 2,5 milliards d'actifs, 4,6, 4,7 milliards de volume d'affaires. On a un point de service à Iberville, on a celui de Saint-Luc, celui des Halles, celui de Gadebois, puis un point de service qui est ouvert 3 jours semaine à Saint-Sébastien. Donc, actuellement, c'est l'ampleur du projet, plus un réseau de guichets automatiques dans des sites autonomes, dispersés un peu partout sur le territoire. Bon. En tant que gestionnaire, en tant que leader qui a eu à, disons, à supporter ces multiples changements, à gérer de la croissance, qui est un enjeu aussi, qu'est-ce que vous retenez un peu de toute cette expérience, du leadership que vous avez pu apporter sur ces changements et la gestion des projets que vous avez eus ces dernières années? En fait, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut se faire confiance. Puis, l'avantage ce que j'y ai trouvé particulièrement, c'est quand tu as un conseil d'administration qui est solide, qui représente bien sa communauté. Aussi folles les idées que tu peux savoir, si tu es valide, puis qu'ils vont rejoindre les 15 membres du conseil d'administration, qui sont d'origine complètement différente, tu peux difficilement te tromper. Fait que c'est un leadership partagé. Personnellement, je n'ai jamais pensé que c'était mon leadership qui faisait avancer de façon unique l'entreprise. J'ai amené ma contribution, puis j'ai fait travailler plein de gens ensemble dans ce contexte-là. Mais est-ce qu'il y a quand même pour vous en tête 2, 3 trucs que vous avez faits personnellement qui ont fait une différence et qui vont rester dans les prochaines années? Bien, c'est sûr que si on pense à la campagne majeure de la Fondation Santé qu'on a menée au début des années 2010, là, on avait un projet qui était relativement ambitieux. Puis, non seulement j'étais président de la Fondation à ce moment-là, mais j'avais décidé de prendre moi-même la responsabilité de la campagne. Puis, j'ai travaillé avec des acteurs connus du milieu, des gars, des filles d'affaires, que j'ai mis en développement d'affaires, si on peut le dire, comme si ça avait été mes employés. Puis ensemble, on a eu un plaisir fou à amasser plus que la somme qu'on s'était fixée. Ça, c'est un élément en termes de leadership que je trouve particulièrement intéressant. La fusion en 2012 des 3 caisses restantes, les 3 grosses caisses, ça, c'était un défi. Parce qu'on avait eu beau faire nos regroupements, mais il y avait 2 bords de la rivière.
Et puis, on est à Saint-Jean, on ne peut pas passer à côté de ça, là. Et le fait d'avoir réussi à faire travailler le monde rural, les gens d'Iberville-Saint-Athanas, avec les gens de Saint-Jean, Saint-Luc, puis faire une seule entreprise avec ça, puis un CA qui est uni, ça, c'est un deuxième élément dont je suis particulièrement fier. Et ça va rester, dans le fond. Ah oui, ça va rester. Ça fait partie de l'héritage. Exact. Parce que l'héritage de Luc Bazinet, c'est quoi au juste? Vous dites que, bon, vous avez eu probablement la meilleure année à vie de l'organisation. Effectivement, ça vous laissait ça derrière vous, mais... Je dirais que l'héritage, c'est je laisse une organisation qui est en forme, okay? Une organisation qui est constituée de gens qui, au-delà de venir travailler, qui viennent travailler pour la cause. Je dis tout le temps aux employés, si les membres devaient payer pour entrer dans la caisse, est-ce qu'ils rentreraient? Puis, si la réponse que vous me donnez, c'est non, vous faites mal votre job. Donc, on est en mode création de valeur. Puis, c'est important, puis pour l'ensemble des employés de la Caisse, peu importe les métiers, chacun a son projet de création de valeur. Donc, si je disais que je laisse quelque chose de particulier, c'est, comme je disais, une entreprise en forme, des employés engagés, puis, bon, une entreprise qui, je le répète, bien sûr, là, mais qui a encore 1,6 million de dollars, qui attendent des projets structurants. Bon. Il y a quand même un certain défi aussi auquel vous avez été confronté, mais pas juste vous, mais partout au Québec, évidemment, c'est le fameux vol de données. Oui. Évidemment, c'est un impact national, mais ici, localement, comment ça s'est vécu? Quand on est gestionnaire d'une organisation et qu'on a des clients qui sont inquiets, et on peut les comprendre, comment vous-même avez-vous vécu ce moment-là, qui devait être, somme toute, quand même assez pénible, j'imagine? Je vous dirais que, probablement, comme partout ailleurs, les 2 premières semaines, un peu assommées. Oui. À savoir quel bout on pogne ça. On ne peut pas être dans la culpabilité, ce n'est pas notre responsabilité. Mais une fois qu'on a dit ça, je dirais que 2 semaines après le 20 juin, on a rappelé nous autres 4 et 5, dépendamment des semaines, là, retraités qui aimaient le monde. Et on les a placés dans les salles d'attente et puis on les a rendus disponibles uniquement pour accompagner les gens qui, comme vous le mentionnez, étaient inquiets puis de façon légitime. Et la dernière personne a été remerciée, si on peut le dire comme ça, a été retournée à sa retraite il y a 1 semaine de ça. Donc, depuis le mois de juillet, aller à aujourd'hui, on a toujours maintenu ce service-là, qui finit par avoir un peu d'impact, évidemment, parce qu'on les a payés, ces gens-là. Là. Ouais. Mais on n'était pas dans cette dynamique-là. On était plus dans la dynamique de dire, il faut que nous continuions à créer notre valeur, mais il faut avoir des gens qui s'occupent des gens dans leur insécurité. Bon. Vous qui connaissez le milieu de la finance, parce qu'en quelque part, bon, c'est Desjardins qui a été victime dans tout ça, les clients de Desjardins, mais il y a eu d'autres institutions financières qui ont été impactées dans le monde. Certains diront que c'est un wake-up call assez général, évidemment, ce qui s'est passé chez Desjardins, mais qu'est-ce que vous retenez de ça dans une société aujourd'hui où la technologie est au bout de nos doigts? Ça nous crée de la facilité, mais parfois ça peut nous mettre à risque aussi comme organisation, comme individu. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Bien, écoutez, ce qu'on ne sait pas fait pas mal. C'est vrai. Hein? Ouais. Donc, je pense que vous, moi, puis un paquet de gens, nos données étaient sur le dark web bien avant le 20 juin. C'est un wake-up call le 20 juin, hein, à grandeur du Québec. Puis, il y a d'autres institutions financières qui ont vu qui ont eu les mêmes problèmes il y a 12 mois et plus de ça, de 18 mois et plus de ça. Mais la loi a changé il y a à peu près 1 an, puis on se doit de le divulguer. Donc, on est les premiers à avoir dû le divulguer le plus rapidement possible qu'on s'était fait qu'il y avait eu vol de données. Là. Donc, c'était un gros wake-up call, mais moi, j'ai un fils qui est policier, puis ça fait 2 fois qu'il se fait voler ses données. Ouais. Puis qui est obligé de mettre du temps pour récupérer son identité. Puis il a même arrêté le gars qui avait acheté ses données dans une intervention policière. Fait que c'est pas pire hasard, tu sais. Donc, si ça peut arriver de façon aussi pointue, ça peut nous arriver n'importe quand. C'est plate, c'est pas sécurisant, mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Puis il y a tout ce que nous, on met à disponibilité des gens malveillants, que ce soit par Facebook ou whatever. Là, il y en a plein. Les photos de vacances, quand je viens de partir. C'est ça. Il y a un mot qui m'a frappé, parce qu'il y a 2 ans à peine, vous avez été honoré par la Chambre de commerce au moment du Gala de l'excellence. Puis vous aviez dit, au moment de votre discours, « Je suis un intrapreneur ».
Dans le fond, vous dites, c'est pas mon argent, mais Exact. dans le fond, je prends l'argent des autres pour la faire fructifier, puis bon, qu'elle serve à quelque chose. Donc, pour vous, c'est un peu ça, quoi, ce qui résume un peu votre carrière, c'est d'être un intrapreneur. En fait, ma volonté première, c'était d'être entrepreneur. OK? Je viens du monde rural, du monde agricole. Puis, si mon paternel, dans le temps, avait donné des facilités différentes de ce qu'il a pu me donner, je ne serais pas directeur de caisse aujourd'hui, je serais agriculteur, assurément. Ah oui, oui. OK? Donc, je serais un entrepreneur. C'est ce qui fait que les gens disent que j'aime les entrepreneurs, c'est vrai. Il y a un peu d'envie là-dedans. Mais le chemin que j'ai pris, c'était de travailler avec l'argent des autres. Donc, quand je me décris comme un entrepreneur, je considère que je gère l'argent des autres comme si c'était la mienne, mais il ne faut pas se tromper, ça ne sera jamais la mienne. Avez-vous manqué votre vocation d'agriculteur? Je n'ai pas le style à regretter ce qui ne s'est pas passé ou ce qui s'est passé. À un moment donné, quand j'ai vu que je n'avais pas une facilité du côté de mon père, j'ai dit, ben là, tu vas t'arranger, puis moi, je vais aller étudier. Je n'étais pas capable non plus de l'autre bord. Donc, non, comme là, je ne pense pas me regretter d'avoir pris ma retraite. Je ne suis pas le seul à regretter. Il n'y a pas de regret. Non, je prends une décision, je passe à l'autre, puis on ne peut pas revivre en arrière. L'effet papillon, je ne crois pas à ça. Là. Votre successeur est déjà connu, Oui, mais il n'est pas arrivé encore. non. De qui s'agit-il? Yves Bisson, qui est directeur de une des caisses voisines, là, la caisse de la moisson, pas Napierville, mais les moissons, c'est Delson, c'est Saint-Constant, puis Saint-Rémy. Ouais. Donc, c'est Yves qui vient prendre ma place. Vous le connaissez? Il rentre Ouais. le 21 avril. On a 2 journées d'échange de fête déjà pour la continuité, pour se mettre au courant de nos dossiers. On se revoit demain après-midi pour un autre dossier. Puis, bon, il va y avoir un trou là, à peu près de 4 ou 5 semaines. Je pars 2 semaines jouer au golf la semaine prochaine. Puis après ça, bien évidemment, je vais être disponible. J'écoule le reste de mes vacances. C'est là-dedans qu'on est. Mais vous êtes encore disponible si parfois il y a des questions. Ah ben oui, ils ont toute ma fiche technique. Le téléphone reste ouvert. Exact. Puis, de ce que je comprends du personnage, vous n'êtes pas trop du genre à donner des conseils aux suivants. Là. Je pense que vous donnez Non. la base, mais dans le fond... En fait, moi, je dis tout le temps, un conseil, c'est fait pour être donné, pas forcément pour être suivi. J'ai toujours travaillé comme ça, donc je donne les dossiers. Si tu veux le conseil, je peux te le donner, mais je n'ai pas d'attente à ce que tu le suives. C'est... De toute façon, même si j'avais cette prétention-là, ça ne veut pas dire que ça donnerait quelque chose, donc j'aime autant pas dépenser d'essence de ce côté-là. Comment anticipez-vous votre dernière journée de travail? Facile. Oui, donc vendredi, là, c'est plus la remise des clés, la remise des cartes de crédit, la remise des outils technologiques. Puis je vais aller dîner avec mon équipe de gestion, là, puis peut-être que le dîner va être un petit peu plus long. Est-ce qu'il y a un brin d'émotion dans tout ça? Ah, assurément. Assurément. Mais je dirais la plus grande partie de l'émotion, je l'ai vécue avant d'annoncer mon départ. Ah oui? Plutôt que maintenant? Bien, je ne suis pas rendu à vendredi. Non, je ne veux pas anticiper ce qu'il y en est. Mais mes gens sont autonomes. J'ai contribué à les rendre autonomes. Je sais qu'ils sont capables de passer à l'autre étape. Moi, j'ai hâte d'être dans mon autre étape de vie parce que là, j'ai aussi plein de projets. Ouais. Mais c'est une décision que j'ai prise réfléchie. C'est pas une décision d'émotion. Là. Et outre les projets de voyage, de vacances ou d'expédition, avez-vous encore le souhait de maintenir un minimum d'activité professionnelle occasionnelle ou pas du tout? J'ai pas de projet à ce niveau-là. À la blague, je dis souvent, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Demande-moi pas de faire un plan de retraite. Je n'étais pas prévu pour travailler DG dans une caisse et puis je le suis devenu, je l'ai été pendant 26 ans. J'ai été heureux. J'espère que je n'ai pas rendu trop de monde malheureux. S'il se présente des opportunités, je ne peux pas dire non à quelque chose ou dire oui à quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. Je verrai comment est-ce que ça se présente. Mais ce n'est pas un non définitif. Quelqu'un vous appellerait dans 2 ans pour dire « Luc, tu viens-tu nous donner un coup de main une journée par semaine pour un truc particulier? » Ah non, j'ai de l'ouverture à ça. OK. J'ai de l'ouverture à ça. En même temps, je pense qu'il faut, dans un monde idéal, vous avez dit 2 ans, je pense qu'il faut laisser un 6-9 mois, là, le temps de se sevrer mutuellement là, de tout ce qu'on peut avoir vécu. Puis, il y a des dossiers que je ne pourrais pas prendre dans la région, à savoir
Si je t'ai vu comme le gars qui a encore la main dans le portefeuille de Desjardins, je ne voudrais pas que quelqu'un m'ait fait ça, je ne le ferai pas au prochain. Donc, on va voir les offres et puis on verra bien. Luc Bazinet, merci beaucoup. Félicitations pour la carrière et bonne retraite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% football. Coach Soup, Alex Surprenant des Stingers de Concordia et Alexandre Gouin de Football Québec en deuxième partie. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. En prévision des camps de jour cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a 150 emplois de disponibles, des emplois quand même bien rémunérés. Si vous avez des jeunes qui ont de l'intérêt, vous pouvez bien sûr les inviter à s'inscrire et aller visiter le site Internet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye bye.